Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Yann Reynaud, je travaille à INRAE en économie. Le programme a déjà été présenté, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'on va démarrer directement avec notre première intervention. Donc Adrien Ruche, qui est directeur de recherche à INRAE, à l'unité mixte de recherche SAV, Santé agroécologie du vignoble. Donc Adrien va nous rejoindre. Donc Thomas l'a dit, on est sur une présentation assez large sur cette relation entre les deux termes qu'on rapproche ce matin, agriculture biologique, biodiversité. Donc une approche assez large sur différents travaux de recherche. C'est aussi la présentation sur laquelle on va passer le plus de temps ce matin, avant d'aller regarder du point de vue des consommateurs et du point de vue d'un arboriculteur. On va se laisser un petit temps simplement à la fin de chaque intervention pour des questions de compréhension. Mais on gardera un maximum de questions à la fin pour la table ronde, pour l'animation et le croisement de toutes les thématiques. Et je tenais à vous dire aussi que chaque intervention va démarrer par un petit quiz. On va vous interroger dans la salle. L'idée, c'est de récolter, avant la parole des intervenants, votre point de vue, vos idées, vos savoirs sur chacun des thèmes. Donc, le protocole opératoire est affiché ici. Voilà, on peut venir vous aider si vous n'y arrivez pas. Bon, c'est un petit jeu, hein, c'est une ou deux questions sur chaque thème pour faciliter votre participation. Et vous dire aussi que dans le fond de la salle, nous avons avec nous Adrien Liard, voilà, chemise en blanc. Ce n'est pas un espion, mais enfin un peu quand même. C'est un facilitateur graphique qui va récolter à sa manière ce qui se passe dans la matinée. Vous verrez une partie de son travail à la pause, à 11h. Et puis aussi, c'est lui qui restituera un petit peu à sa manière, peut-être un peu décalé, la matinée à la fin, à 12h15. Est-ce que vous arrivez à vous connecter à cet outil? Ok, donc la première question qui est posée à Adrien Ruche. Attention Adrien, tu as le besoin de répondre à cette question. J'espère qu'on aura ça dans ta présentation. L'agriculture biologique préserve-t-elle les espèces rares et enjeux de conservation? On est plutôt sur le ça dépend, hein, mais le non vient d'augmenter récemment, là. Et puis on a du oui à 18%. Ok. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? On passe à la deuxième question. Deuxième question, l'agriculture biologique favorise-t-elle certaines fonctions écosystémiques comme la pollinisation ou la régulation des ravageurs? Ok, donc peut-être un peu plus de oui là et moins de non. Bon voilà, vous allez bientôt être conforté ou contredit par Adrien. Adrien, on te laisse la main pour reprendre. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà, pour me donner l'occasion de vous présenter un peu un panorama des travaux actuels sur les relations entre agriculture biologique et biodiversité. Alors, le panorama, il n'est pas exhaustif, comme l'a dit Thomas, mais j'ai essayé quand même d'aller piocher des exemples un peu larges dans différents domaines pour répondre à la question. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on s'entende un peu sur le contexte actuel et en particulier sur le constat qui est fait très largement de l'effondrement de la biodiversité, puisqu'il met finalement en avant et en exergue particulièrement la question des relations entre agriculture biologique et biodiversité. Vous le savez tous, on vit actuellement de multiples crises environnementales majeures, parmi lesquelles l'effondrement quasi systémique de la biodiversité qu'on constate à l'échelle globale. On a maintenant un nombre de preuves relativement important. Un certain nombre d'auteurs considèrent qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse des espèces. Le dernier rapport de l'IPBES, qui est donc l'équivalent du GIEC de la biodiversité, estime qu'à peu près une espèce sur 8, animale ou végétale, est menacée d'extinction à court ou moyen terme. Et on sait maintenant que les taux d'extinction des espèces atteignent des niveaux inégalés par rapport à la période préhumaine. Et donc l'impact des activités humaines sur la biodiversité est maintenant avéré à des échelles globales. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que maintenant, à des échelles plus locales et sur des pas de temps plus courts, on constate un effondrement de la biodiversité sur l'ordre de quelques dizaines d'années à l'échelle d'une région ou à l'échelle de l'Europe. Vous avez probablement entendu parler d'une étude très récente de nos collègues de l'ISEM de Montpellier qui a constaté un déclin massif de l'abondance des populations d'oiseaux à l'échelle européenne. En moyenne, on a un déclin de 25% de l'abondance des oiseaux. Et quand on s'intéresse au paysage agricole en particulier, on constate que ce déclin il atteint 60% en l'espace de 30 ans, à peu près 37 ans si ma mémoire est bonne. Et les collègues américains avaient montré ça il y a 3 ou 4 années. Et ils trouvent des déclins tout à fait similaires de l'ordre de 3 millions d'oiseaux, donc c'est à peu près 30% de déclin pour les États-Unis et le Canada en l'espace de 40 ans.
Donc un déclin massif, systémique, parce qu'on le retrouve à tous les niveaux trophiques. Il y a d'autres exemples dans la littérature. En fait, le problème, c'est limite de choisir des exemples pour vous illustrer ça, tellement on a maintenant d'études qui attestent ça. Une autre étude qui avait fait pas mal de bruit médiatiquement, et une étude portée par les collègues allemands dans une région en Allemagne, donc, qui ont constaté sur un pas de temps relativement court, d'une dizaine d'années, un déclin de 70% de la biomasse des insectes et des araignées dans un paysage en particulier. Donc ce constat, sur lequel il y a un consensus scientifique généralisé, provient de... Enfin, on connaît relativement bien les causes de ce déclin, je l'ai dit, elles sont toutes d'origine anthropique. On peut les représenter selon ces 5 grandes catégories: la pollution des milieux, la surexploitation des ressources naturelles, la destruction des habitats, le changement climatique ou les invasions biologiques. Ces causes, elles ne sont pas indépendantes, elles sont souvent interdépendantes et même synergiques, et ont des effets donc, amplifiés quand elles sont en synergie sur la biodiversité. Si on s'intéresse aux paysages agricoles et aux écosystèmes terrestres, on sait que le premier facteur du déclin de la biodiversité, c'est l'agriculture intensive. Alors l'agriculture intensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment l'utilisation de produits phytosanitaires ou de fertilisants minéraux, mais ça veut aussi dire, et peut-être surtout dire, une simplification et une homogénéisation des paysages. On a augmenté en général la taille moyenne des parcelles, on a fragmenté, diminué les habitats semi-naturels dans les paysages, qui sont des habitats absolument fondamentaux pour maintenir la biodiversité dans les paysages agricoles. Et on a diminué la diversité végétale cultivée. Et l'ensemble de ces facteurs combinés attaque tous les niveaux de la biodiversité et explique finalement ce déclin généralisé à tous les niveaux trophiques. Et ça, c'est maintenant bien documenté. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'unique voie de passage pour arriver à concilier agriculture et biodiversité, c'est l'agroécologie. Il n'y a pas d'autre manière de concilier les deux. On pourra jamais faire sans la nature, quoi, en gros. Et l'agroécologie trouve ses origines scientifiques à la milieu-fin des années 80 et finalement propose tout simplement de replacer la biodiversité et les processus écologiques au cœur de la conception des systèmes agricoles. En gros, s'appuyer sur les services rendus par la biodiversité, les fameux services écosystémiques, que ce soit la régulation des ravageurs, la pollinisation ou la dégradation de la matière organique dans les sols, par exemple. Ces processus écologiques, ils rendent donc des services à l'agriculture et nous offrent donc une perspective durable, on pourrait dire, à l'agriculture. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans la diversité des formes que peut prendre l'agroécologie à l'heure actuelle. On peut penser à l'agriculture de conservation des sols, à l'agroforesterie, à la diversification des rotations. La question qu'on peut se poser, c'est le long d'un gradient d'agroécologisation ou de dépendance des systèmes agricoles aux fonctions écologiques. Où est-ce que se situe l'agriculture biologique dans tout ça? Est-ce qu'elle est plutôt à droite du gradient ou plutôt à gauche? Et finalement, poser cette question, c'est donc poser la question qu'on nous pose aujourd'hui des relations entre agriculture biologique et biodiversité. Est-ce qu'elles se rendent des services mutuels? Et donc c'est autour de ces deux grandes flèches que j'ai construit ma présentation. Et je vais d'abord essayer de vous présenter l'état des connaissances sur les effets de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai comment la biodiversité peut contribuer à l'agriculture biologique via un certain nombre de fonctions ou de services écosystémiques. Et ensuite, j'aurai une petite conclusion qui ouvre quelques perspectives et probablement qu'on abordera aussi lors de la table ronde. Alors, quel est l'effet de l'agriculture biologique sur la biodiversité ordinaire? Alors, la biodiversité ordinaire, c'est la biodiversité qu'on voit tous les jours chacun. Elle est souvent décrite d'un point de vue spécifique. On parle souvent de la diversité en espèces ou de l'abondance des organismes. Il y a plein d'autres facettes à la biodiversité. On y reviendra probablement en fin de présentation. Mais c'est déjà la première question à laquelle il faut probablement répondre. Et par ailleurs, c'est la question qui est la plus traitée dans la littérature scientifique. Il y a des centaines de papiers sur la question, sur différents groupes, dans différents milieux, dans différentes zones pédoclimatiques. Et donc on bénéficie comme ça de méta-analyse, c'est-à-dire d'analyse statistique de la littérature, de différents cas d'études qui auraient regardé l'effet de l'agriculture biologique sur les plantes, sur les papillons, sur les vers de terre. Et on compare statistiquement la taille de l'effet des pratiques de l'agriculture biologique par rapport à une pratique dite conventionnelle, qui est la moyenne de ce que font le reste des agriculteurs non certifiés. On a une réponse assez claire sur la question des effets de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Alors, ce genre de graphique représente finalement l'effet moyen de l'agriculture biologique en comparaison de l'agriculture conventionnelle. Alors, vous allez souvent voir dans ma présentation ce genre de graphique qui est issu de méta-analyse. Lorsqu'on est proche du zéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les systèmes bio et conventionnels, et plus la valeur est positive, plus on a un effet positif de l'agriculture biologique sur la variable réponse. Ici, en l'occurrence, la différence en termes de nombre d'espèces, tout taxon confondu, retrouvées dans les parcelles conduites en agriculture biologique. Et vous voyez que, donc, j'arrive pas à montrer avec mon pointeur, mais vous voyez très bien que ici, hop, en moyenne, on a donc une augmentation de 30%
du nombre d'espèces retrouvées dans les parcelles bio en comparaison des parcelles conventionnelles. Ça, c'est en moyenne, tout taxon confondu. Ce qui est intéressant, c'est que dans les méta-analyses, on peut donc décomposer la taille de l'effet en fonction de différents facteurs, par exemple de différents groupes taxonomiques. Et ici, vous voyez les effets pour les arthropodes, donc en gros les insectes et les araignées, les oiseaux, les micro-organismes ou les plantes. Et vous voyez que cet effet, il est très variable. Il est en tendance toujours positif. Mais on a des effets très forts sur la diversité en plantes, par exemple. On augmente de près de 75% la diversité en plantes dans les parcelles en bio, alors que les arthropodes sont plutôt augmentés de l'ordre de 20% si on parle uniquement du nombre d'espèces. Et là, on parle des effets à l'échelle de la parcelle. On compare des parcelles conduites en bio et des parcelles conduites en conventionnel. Donc un effet majoritairement positif sur la diversité des espèces. Depuis cette méta-analyse, on a une flopée d'analyses quantitatives, qualitatives de la littérature qui traitent toute cette question sur la diversité des espèces, mais aussi sur l'abondance des organismes. C'est-à-dire quand on cumule la totalité des organismes retrouvés sur ces parcelles, est-ce qu'on a en moyenne plus d'individus ou pas? Et là encore, les méta-analyses sont assez unanimes. On peut représenter ça en fonction de différents groupes fonctionnels, mais en gros, on voit qu'en moyenne, on a toujours une augmentation de l'abondance des organismes retrouvés dans les parcelles en agriculture biologique, que ce soit des décomposeurs, des prédateurs, des pollinisateurs ou des plantes, par exemple. Et donc, en moyenne, il y a une espèce de consensus scientifique, on pourrait dire, sur la question. L'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle augmente en moyenne, c'est important, la diversité en espèces, et donc de l'ordre de 30%, et l'abondance des organismes de l'ordre de 50%. Alors, ces méta-analyses, elles ont une vertu, elles nous présentent des tendances générales sur la diversité ou l'abondance des organismes, mais elles sont issues d'analyses qui ont regardé séparément l'effet, comme je l'ai dit, des pratiques de l'agriculture biologique sur les vers de terre, par exemple, comparé à une autre étude qui a regardé l'effet de l'agriculture biologique sur les papillons, dans un autre contexte. Même s'il y a des vertus à regarder ces effets en tendance et en moyenne, il y a relativement peu d'études qui ont cherché à regarder sur un même site d'études la diversité et l'abondance des différents niveaux trophiques en réponse à l'agriculture biologique. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec un certain nombre de collègues ici dans le Bordelais, en comparant des parcelles conduites en viticulture biologique ou en viticulture conventionnelle. Et on a regardé sur 14 groupes taxonomiques différents qui vont des carables qui sont tout à gauche, aux araignées qu'on retrouve dans le feuillage qui sont tout à droite, en passant par les plantes, les microbes dans le sol, les papillons ou les oiseaux. Vous voyez qu'en moyenne, c'est ce qu'il y a tout à droite, on retrouve bien cet effet positif sur la diversité des différents niveaux trophiques en réponse à l'agriculture biologique dans les paysages viticoles. Mais vous constatez aussi qu'il y a donc une grosse variabilité de cet effet et qu'on a des groupes qui sont affectés négativement par l'agriculture biologique. C'est donc le cas des carabes ou des vers de terre tout à gauche, parce que ce sont des organismes qui sont relativement sensibles au travail du sol et il se trouve que dans nos parcelles, conduites ici en agriculture biologique, en moyenne, les perturbations du sol étaient plus importantes que dans les systèmes conventionnels. Et à l'inverse, les araignées qu'on retrouve dans le feuillage répondent de manière très positive à l'agriculture biologique. Et ça, c'est principalement dû à l'effet des produits phytosanitaires, au fait que c'est des organismes qui sont assez sensibles à ça. Donc là, il y a deux messages à retenir. Le premier message, c'est que derrière un effet positif qui est vraiment net et clair en moyenne de l'agriculture biologique sur la biodiversité, il faut toujours avoir à l'esprit que derrière la moyenne, il y a une variance, il y a une variabilité. Et donc, il existe des réponses différentes des différents groupes taxonomiques à l'agriculture biologique. Par ailleurs, cette variabilité, elle provient de multiples facteurs, et notamment de différents effets des pratiques. Donc, derrière la question de l'agriculture biologique, il y a une importance qu'il faut attacher à la description des pratiques et à la compréhension des effets de ces pratiques sur les différents organismes, au-delà du label ou de la certification. Et ça, c'est très important, il faut le garder à l'esprit, je pense. Et par ailleurs, la diversité de réponse de ces organismes à l'agriculture biologique peut s'expliquer par une diversité très fonctionnelle. On pourrait penser par exemple à des capacités de dispersion différentes ou à des cycles de vie plus ou moins complexes qui permettent d'expliquer par exemple que des chauves-souris qui ont un domaine vitaux assez large répondent relativement peu à l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle, alors que des araignées qui sont plutôt inféodées à la parcelle vont plutôt répondre positivement aux pratiques à l'échelle de la parcelle. Ceci étant dit, on en vient à la question qui d'ailleurs a été évoquée dans le quiz. Quels sont les effets de l'agriculture biologique sur les espèces rares? Là, je vous ai présenté la diversité de manière globale, la biodiversité ordinaire. On peut se poser la question, quand on s'intéresse à la question de la biodiversité, l'importance que les systèmes cultivés en agriculture biologique ont pour la conservation d'espèces rares ou d'espèces à enjeu. En général, dans les études qu'on fait, on regarde la diversité en espèces. Donc là, c'est sur l'axe des X, le nombre d'espèces qu'on a, un peu indépendamment de leur abondance. On regarde les abondances cumulées. On voit bien qu'il y a tout un tas d'espèces qui ont des abondances très faibles, là, ici, en l'occurrence, inférieures à 5%, et qui sont soit en quantité très faible, soit sur liste rouge, c'est-à-dire menacées d'extinction à court ou moyen terme. Et donc, on trouve très peu de littérature sur cette question. En fait, il y a très peu de littérature qui s'est intéressée à la question des effets de l'agriculture biologique sur la conservation des espèces rares. On trouve en fait qu'une méta-analyse menée par un grand consortium de collègues à l'échelle internationale et qui a montré qu'en moyenne, l'agriculture biologique avait plutôt plus d'effets sur les espèces rares, donc qui ont des abondances relativement faibles,
en abondance et en diversité, presque plus en comparaison des espèces plutôt communes, ordinaires. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Ça nous laisse supposer que les pratiques de l'agriculture biologique ont des effets particulièrement positifs, notamment sur des espèces qui sont relativement peu abondantes. Et ça peut participer, ça peut contribuer à maintenir des espèces relativement rares dans les paysages agricoles. Il faut noter quand même que cette étude, elle est uniquement portée sur les arthropodes et que donc on n'a absolument pas d'informations sur tout un tas d'autres taxons, à ma connaissance. Jusqu'à maintenant, l'ensemble des études qui sont résumées dans les méta-analyses que j'ai évoquées, elles considèrent les pratiques de l'agriculture biologique et conventionnelle à l'échelle de la parcelle. Mais ces parcelles ne sont pas isolées de tout contexte, elles sont dans un contexte paysager. Ce contexte paysager, il peut varier. Vous avez ici sur la diapositive, en représentant un peu deux situations caricaturales, une paire de parcelles bio et conventionnelles à gauche qui est située dans un paysage très simplifié avec que des cultures autour, quasiment, et à droite, une situation où on a une paire de parcelles bio et conventionnelles situées dans un paysage qui est très diversifié d'un point de vue de son occupation du sol. On y retrouve des zones cultivées, des zones urbaines, mais aussi des prairies et des forêts. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les effets relatifs de l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle sont les mêmes indépendamment du contexte paysager, ou au contraire, est-ce qu'ils dépendent du contexte paysager? Et donc, cette question, elle a fait l'objet de nombreux papiers dans la littérature, et la réponse est relativement claire. Oui, les effets locaux de l'agriculture biologique dépendent du contexte paysager. On a une étude un peu pionnière sur la question, qui remonte à quasiment 20 ans maintenant, sur des communautés de plantes dans des parcelles de blé, le long d'un gradient d'intensification des terres ou du paysage, qui est ici représenté en X, où on a plus ou moins de terres cultivées dans le paysage. Et vous voyez représenté sur ce graphique la diversité en espèces de plantes dans les parcelles de blé en fonction des systèmes de culture bio-conventionnelle le long de ce gradient paysager. Et vous voyez que les deux systèmes répondent différemment et qu'on a des effets locaux de l'agriculture biologique qui sont donc à droite de ce graphique, plus forts dans des paysages plus simplifiés. On a plutôt plus intérêt à faire de l'agriculture biologique dans des paysages qui sont plus simplifiés parce qu'on va avoir un effet relatif qui est plus important. On va offrir un refuge pour tout un tas d'espèces. Alors que dans des paysages qui sont déjà complexes et diversifiés, finalement, on est déjà un peu maximal d'un point de vue de la biodiversité et le gain relatif à faire de l'agriculture biologique localement, il est plus faible. Il n'est pas nul, mais il est plus faible. Du coup, l'effet relatif des pratiques dépend du contexte paysager et ça, c'est important à avoir en tête. Par ailleurs, depuis cette question, elle a fait l'objet aussi de méta-analyses. Il y a un certain nombre d'auteurs qui sont amusés à regarder la taille de l'effet de l'agriculture biologique le long de ce gradient d'intensification des paysages. Et vous voyez qu'on a une grosse variance dans ce graphique-là, mais qu'on retrouve cet effet plutôt positif, c'est-à-dire plutôt plus d'effets de l'agriculture biologique à droite du graphique sur la biodiversité de manière générale dans des paysages plus simplifiés. On constate aussi que derrière cette grande variance, on trouve tout un tas de cas où on a des effets locaux de l'agriculture biologique qui sont très forts à des niveaux plutôt intermédiaires de complexité du paysage, qui laisseraient sous-entendre qu'il faut quand même un certain niveau d'habitat semi-naturel dans le paysage pour que les effets de l'agriculture biologique s'expriment, et qu'à l'inverse, dans des paysages extrêmement complexes ou extrêmement simples, on a quand même moins d'effets relatifs de l'agriculture biologique. Donc ces deux composantes sont en interaction, et le message probablement à retenir, c'est que les effets locaux de l'agriculture biologique sur la biodiversité, ils dépendent du contexte paysager, et particulièrement de la quantité d'habitat semi-naturel dans le paysage, et que ces effets, ils sont en moyenne plus forts dans des paysages qui sont plus simplifiés. On peut se poser la même question sur l'effet de la quantité de bio dans le paysage, indépendamment de ce qu'on fait dans une parcelle. Est-ce que c'est important qu'il y ait beaucoup de bio dans un paysage ou pas beaucoup de bio? Est-ce que ça contribue de manière particulière à conserver la biodiversité? Vous avez donc ici encore deux situations contrastées. En bleu, vous avez l'agriculture biologique, donc vous avez vraiment une situation où il y a peu d'agriculture biologique dans le paysage versus une situation où il y en a beaucoup. Là, il y a beaucoup moins d'études sur le sujet. On les compte sur les doigts d'une main. Et en moyenne, on trouve que la quantité d'agriculture biologique dans le paysage, elle est importante pour la biodiversité et elle contribue de manière significative et particulière à conserver la biodiversité. Là encore, c'est une étude sur les plantes. Alors, il y a beaucoup d'études sur les plantes, parce que les gens qui travaillent sur les plantes, ils sont plus proactifs que les gens qui travaillent sur d'autres organismes, visiblement. Ils font les études un peu avant tout le monde. Et donc là, nos collègues suédois ont regardé les effets de l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle, en comparaison d'un conventionnel, dans différents types de paysages. Des paysages où il y avait plus de 20% d'agriculture biologique dans le paysage, et dans des paysages où il y avait moins de 20% d'agriculture biologique dans le paysage. Et ils ont regardé le nombre d'espèces de plantes qu'on retrouvait en bord de parcelles, des bio et des conventionnels. Et vous voyez deux choses sur ce graphique. En moyenne, on a toujours moins d'espèces en bordure de champ, en termes de plantes, chez les conventionnels que chez les bio. Mais vous voyez que le gain lié à la quantité d'agriculture biologique dans le paysage, il est augmenté de manière similaire
chez les bio et chez les conventionnels. C'est ce que vous voyez à gauche du graphique. Et donc, on a vraiment une contribution relative et particulière de la quantité de bio dans le paysage en termes de nombre d'espèces sur les bords de champs, un peu indépendamment des systèmes bio et conventionnels. Donc, la conclusion de ça, c'est que la quantité de bio dans le paysage, pardon, il y a un petit délai à chaque fois, contribue à augmenter le pool d'espèces à l'échelle régionale ou paysagère, et que favoriser la biodiversité à cette échelle-là, ça bénéficie à la biodiversité locale, un peu indépendamment des modes de pratique. Donc, il y a un intérêt presque collectif à maintenir une quantité de bio importante dans le paysage, et tout le monde va en bénéficier, les bio comme les non-bio. Donc, un autre message relativement important. Et le temps dans tout ça. Alors, je me suis posé la question en préparant cette présentation, qu'est-ce qu'on savait en termes d'effet du temps depuis la conversion en bio sur la biodiversité? En fait, il se trouve qu'il y a très peu d'études qui ont regardé ça. Est-ce qu'on a plutôt un effet positif dans le temps, ou est-ce que cet effet il se voit à très court terme, à 3, 4, 5 ans, et qu'après on a une espèce de plateau? Alors en fait, j'ai trouvé 2 études essentiellement sur des ropalos, donc des papillons de jour, et qui trouvent grosso modo la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet du temps depuis la conversion en bio sur la diversité des papillons. On le retrouve essentiellement sur l'abondance, et on a quelque chose qui va vers, on peut discuter la forme de la relation, mais qui va en augmentant. C'est-à-dire plus le temps depuis la conversion est important, plus on augmente les populations de papillons le jour dans les parcelles. Alors c'est 2 cas différents, un en Suède, un au Japon, dans des contextes très différents, qui sembleraient dire que les populations se construisent avec le temps dans des situations où il y a une agriculture biologique en comparaison de l'agriculture conventionnelle, mais qu'on n'a pas d'effet sur la diversité des espèces. En gros, la diversité des espèces est la même, un peu indépendamment de ça. Et donc globalement, il y a un manque de connaissances fort sur cette question. On peut retenir que les effets positifs de la bio à l'échelle de la parcelle peuvent apparaître et se renforcer dans le temps, comme l'illustrent ces 2 graphiques, mais que globalement, il y a très peu d'études et que donc il y a probablement un manque de connaissances à combler ici, d'un point de vue en tout cas des connaissances en écologie. En résumé sur cette première partie, donc, qui adresse la question des relations entre agriculture biologique et biodiversité, retenez qu'on sait bien que l'agriculture biologique, à l'échelle locale, a un effet positif en moyenne sur la diversité et l'abondance des espèces, dont les espèces rares. Qu'au-delà des certifications, c'est bien la compréhension des effets des pratiques derrière les certifications qui comptent pour comprendre les effets de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Que l'effet local de la bio est principalement modulé par le contexte paysager et notamment par la quantité d'habitats semi-naturels dans le paysage, et que l'effet est plus fort dans des paysages qui sont plutôt plus simplifiés. Que la quantité de bio dans le paysage est importante pour contribuer à maintenir le pool d'espèces qu'on retrouve à l'échelle régionale et que celui-ci bénéficie à l'ensemble des parcelles un peu indépendamment des modes de conduite. Et enfin, que l'effet positif de la bio peut se renforcer dans le temps, en tout cas sur la base des quelques études qu'on a. J'en viens maintenant à la deuxième flèche. Quel est le rôle de la biodiversité par rapport à l'agriculture biologique? Est-ce qu'il y a un rôle particulier? Alors poser cette question, c'est finalement poser la question de la pertinence et de la robustesse des résultats produits en écologie depuis à peu près une trentaine d'années. On sait bien que dans les écosystèmes naturels, la biodiversité, qu'elle soit génétique, taxonomique, fonctionnelle, est le moteur du fonctionnement des écosystèmes. Quand on a une biodiversité qui est plus importante, on tend à avoir des fonctions écosystémiques qui sont plus élevées. Par exemple, la production de biomasse, par exemple, la décomposition de la matière organique. Et on sait que cette relation, elle est positive, elle est non linéaire, elle plafonne. Et la variance réduite, ça veut dire que quand on a une biodiversité plus importante, on tend à stabiliser la variabilité de ces fonctions dans le temps ou dans l'espace. Et donc, ça, c'est ce qu'on sait dans les écosystèmes naturels. Poser la question du rôle de la biodiversité en agriculture et en agriculture biologique en particulier, c'est finalement savoir si ces connaissances, ces grandes règles que l'on connaît, sont applicables au fonctionnement des agroécosystèmes, et particulièrement dans les systèmes conduits en agriculture biologique. Alors la réponse à cette question, c'est globalement oui pour les études qui ont été menées. Avec des dizaines de collègues à l'échelle mondiale, on a collecté tout un tas d'informations sur 2 fonctions importantes. La fonction de régulation des ravageurs dans les parcelles agricoles, conduite en bio ou conduite en non bio, et la pollinisation, le rôle que jouent les pollinisateurs sauvages, notamment sur la pollinisation des cultures. Et on a regardé le lien qui existait entre le nombre d'espèces, à la fois d'ennemis naturels, donc de prédateurs des ravageurs des cultures, et de pollinisateurs, et le niveau de cette fonction. Alors là, les 2 graphiques sont représentés en valeurs standardisées pour pouvoir les comparer, mais on a trouvé qu'il y avait une relation positive, stricte, entre la diversité de ces organismes, que ce soit des pollinisateurs ou des ennemis naturels, et le niveau de la fonction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 2 fonctions-là, avoir une biodiversité plus élevée dans des parcelles, indépendamment des modes de conduite, ça tend à favoriser le niveau de fonctionnement, en tout cas par rapport à la régulation biologique et à la pollinisation. La question maintenant, c'est est-ce qu'on retrouve une signature particulière des pratiques de l'agriculture biologique sur les fonctions écologiques? Et donc là, on a quelques éléments dans la littérature.
Le premier élément qu'on a, c'est là encore une méta-analyse qu'on a réalisée avec un certain nombre de collègues, qui a cherché à savoir si l'agriculture biologique, en comparaison de l'agriculture conventionnelle, favorisait la régulation biologique des bioagresseurs et les niveaux d'infestation des différents types de bioagresseurs dans des parcelles conduites en bio. Et la réponse est plutôt oui. On trouve que l'agriculture biologique favorise l'activité des ennemis naturels, c'est-à-dire qu'on a des taux de prédation, des taux de parasitisme des ravageurs qui sont plus importants dans des parcelles en bio en comparaison des parcelles en conventionnel. Et que par ailleurs, on a des effets assez contrastés sur les différents bioagresseurs. On a des effets positifs sur l'abondance des adventices. On a plus d'adventices en bio, c'est quelque chose de très connu. Et par ailleurs, on a des effets qui sont mitigés sur les insectes ravageurs et les pathogènes. On a plutôt moins de pathogènes dans des parcelles en bio qu'en conventionnel. Je regarde les quelques viticulteurs que je connais dans la salle qui peuvent un peu se poser des questions par rapport à ça. Et par ailleurs, on a des niveaux d'infestation des insectes ravageurs qui sont équivalents à des systèmes en conventionnel. Et en fait, la conclusion de notre méta-analyse a été que, en fait, sous l'action combinée à la fois des ennemis naturels et de la diversité des plantes qu'on retrouve et de leur abondance dans les parcelles en bio, on a une régulation qui s'exerce à la fois ascendante et descendante, c'est-à-dire qu'on perturbe les insectes ravageurs, par exemple, qui ont plus de mal à localiser leurs plantes hôtes dans des parcelles en bio parce que les parcelles sont plus riches en termes de plantes, et par ailleurs, on favorise l'action des ennemis naturels qui viennent réguler ces ravageurs. Ce qui explique des niveaux de performance quelque part comparables entre bio et conventionnel sur la question des insectes ravageurs. Donc plutôt une signature particulière de l'agriculture biologique en termes de régulation des ravageurs. On trouve un peu l'équivalent sur la pollinisation. Alors il y a relativement peu d'exemples sur la pollinisation qui ont regardé vraiment le niveau de pollinisation chez les bio et chez les non-bio. On trouve beaucoup de choses sur les pollinisateurs, mais peu sur la fonction en fait. Et j'ai trouvé notamment cette étude menée par des collègues suédois où ils ont mis des fraisiers dans différents types de paysages. Le fraisier est pratique parce que ça permet facilement d'évaluer la qualité de la pollinisation en comptant le nombre d'acènes notamment. Et ils ont mis ça dans des parcelles en bio et des parcelles pas en bio, mais en fait même dans des fermes. En fait, les parcelles étaient un peu clusterisées, donc vraiment un paysage en bio et un paysage en conventionnel. Et puis ils ont répété ça une douzaine de fois, si ma mémoire est bonne. Et ils ont montré en moyenne qu'on avait un nombre de fruits mal formés qui était plus important dans les fermes en conventionnel en comparaison des fermes en agriculture biologique, sous-entendant qu'on avait un déficit de pollinisation, en tout cas une pollinisation qui était moins qualitative dans les parcelles en conventionnel. Et à l'inverse, on avait une proportion de fruits pollinisés, totalement, qui était plus importante dans les fermes en agriculture biologique. Et on sait par ailleurs qu'il y a une relation positive entre qualité de la pollinisation et rendement chez le fraisier, quoi. Donc, là encore, une sorte d'élément de réponse autour d'une signature particulière de l'agriculture biologique en termes de pollinisation. Qu'est-ce qu'il en est maintenant sur l'activité biologique des sols ? Là encore, on a une méta-analyse, donc on en a même plusieurs, je vous en ai sélectionné qu'une seule. En gros, les collègues là, ont regardé deux choses différentes, à la fois des indicateurs d'abondance des micro-organismes du sol, qui sont plutôt les indicateurs là listés en haut de ce graphique, et puis des indicateurs d'activité liés notamment à des activités enzymatiques, qui sont des activités importantes liées à la dégradation de la matière organique dans les sols et à la mise à disposition des nutriments pour les plantes, en partant de molécules organiques vers des molécules inorganiques, quoi, en termes de minéralisation de ces nutriments. Et donc ça, c'est les... Vous voyez pas toujours pas, mais c'est les quatre indicateurs du bas, quoi. Et vous voyez qu'en moyenne, là encore, l'effet positif de la bio se lie à droite du graphique. En moyenne, tous les indicateurs à la fois d'abondance et quasi tous les indicateurs d'activité, de l'activité biologique des sols, sont augmentés significativement dans les parcelles en bio en comparaison des conventionnels. Et cet effet, la magnitude de l'effet est assez importante puisque ça varie de 32% à 84% en comparaison entre bio et conventionnel. Donc une activité biologique des sols qui est favorisée dans les parcelles en agriculture biologique. Et par ailleurs, là aussi, il y a une méta-analyse réalisée par des collègues chinois à l'échelle mondiale qui ont regardé le lien entre les amendements organiques, l'activité biologique des sols et le gain en termes de productivité, plutôt dans des grandes cultures. Et donc vous voyez ces graphiques qui vous montrent le lien entre activité enzymatique, soit liée à la mise à disposition du carbone, de l'azote ou du phosphore, et la taille de l'effet des amendements organiques sur le rendement. Et vous voyez qu'on a une relation positive stricte quasiment par rapport à toutes les activités enzymatiques. Et cette méta-analyse conclut finalement que les amendements organiques, en comparaison d'une fertilisation uniquement minérale, augmentent en moyenne de 27% les rendements, et que cette augmentation est principalement liée à l'augmentation de l'activité microbiologique des sols. Alors, ils ont regardé essentiellement l'activité microbiologique des sols, mais il ne faut pas oublier que par ailleurs, on sait que l'effet positif des amendements organiques sur la fertilité des sols passe aussi par la macrofaune du sol, il n'y a pas que les micro-organismes. Et on sait très bien, là aussi par une méta-analyse, que la présence de vers de terre, par exemple, dans une parcelle, augmente en moyenne de 25% les rendements, et que cet effet il est magnifié lorsqu'on le combine à de la fertilisation organique,
et lorsque les abondances de vers de terre sont très importantes, au-delà de 200 individus au mètre carré. On obtient des effets assez forts du fonctionnement de l'activité biologique des sols, du coup, sur le rendement pour les agriculteurs. Donc, en 2 mots, l'activité biologique des sols, qui en fait recouvre une grande diversité de fonctions, vient directement en soutien à la production agricole, indépendamment des certifications, mais avec un effet très fort lié à la restitution de la matière organique dans les sols, et donc à l'agriculture biologique quelque part. Alors ça m'amène à traiter la question de qu'est-ce qu'on connaît sur les différences de productivité entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle. Donc il y a un long historique d'études sur le sujet qui ont fait de nombreuses méta-analyses comparant les niveaux de productivité moyens dans différentes cultures, dans différentes régions du monde, avec différents modes de production, etc. Ce qu'on sait en moyenne, c'est que les rendements en agriculture biologique sont inférieurs de l'ordre de 20% à l'agriculture conventionnelle. Là encore, c'est la taille de l'effet que vous voyez ici sur ce graphique. Le 1 part du principe qu'il n'y a pas de différence entre les bio et les conventionnels. Et si cet effet est inférieur, on a plutôt un rendement qui est inférieur en agriculture biologique en comparaison de l'agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est en moyenne. Ce qu'on sait par ailleurs, il y a des collègues qui ont mené cette méta-analyse en 2015. Si on prend les cas où on diversifie au maximum les rotations en agriculture biologique, ou si on compare des niveaux de fertilisation équivalents entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle, on réduit cette différence de rendement de manière significative, puisqu'elle n'est plus que de l'ordre de 8 à 9% entre les conventionnels et les bio, ce qui reste significatif, mais qui est forcément moindre. Donc ça, c'est pour les rendements et la productivité de manière générale. Et par ailleurs, on sait que, là aussi, il y a de nombreuses méta-analyses sur la question, on sait que les coûts de production sont équivalents en moyenne à l'échelle globale entre bio et conventionnel, et que les profits sont en moyenne plus importants, ce qui laisse supposer qu'il y a une espèce de synergie, une corrélation positive entre la capacité des systèmes à préserver la biodiversité et les profits pour les agriculteurs. Enfin, pour finir, je voulais un peu élargir un peu de ce qu'on sait des effets de l'agriculture biologique sur la multifonctionnalité des agrosystèmes. Là, il y a moins d'études sur le sujet, mais on voit un certain nombre d'études apparaître ces dernières années qui ont cherché à caractériser la performance multiple sur différentes dimensions de systèmes en bio en comparaison d'autres systèmes. Donc là, ça c'est une étude des collègues suisses qui ont regardé comment différents grands types de services, des services supports, donc liés par exemple à la conservation de la biodiversité ou à la qualité des sols, en vert, mais aussi liés à la régulation, notamment du climat, de la qualité de l'eau ou de la pollution de l'air, en violet sur le graphique, à la production, mais aussi aux performances économiques pour les exploitants, étaient modulés par ces différents modes de production. Sur ce graphique, vous voyez la multifonctionnalité moyenne, qui est finalement la performance agrégée sur ces différents critères. Pour l'agriculture conventionnelle avec travail du sol, donc c'est à gauche sur le graphique. Pour l'agriculture de conservation des sols, pour l'agriculture biologique avec un travail du sol classique, important, et puis tout à droite, l'agriculture biologique avec un travail du sol réduit. En moyenne, vous voyez que les 3 systèmes à droite se dégagent de l'agriculture conventionnelle, donc on a en moyenne une multifonctionnalité plus importante, donc ces types d'agriculture rendent en moyenne des services plus importants que le système conventionnel avec travail du sol. Et si on décompose en fonction de ces différents grands types de services, support, régulation, production et avantages économiques pour les producteurs, on retrouve des choses que je vous ai évoquées, des effets très positifs sur la biodiversité notamment, des effets très positifs sur les services de régulation, mais qui ne sont là pas que des services de régulation biologique des bioagresseurs. On parle donc de régulation du climat, d'émissions de gaz à effet de serre par exemple, ou de qualité de l'eau. Donc des avantages aussi pour la société finalement à promouvoir ce genre de système. Et puis par ailleurs, malgré des systèmes de production, des performances de production qui sont plutôt moindres dans ces systèmes en agriculture biologique, on a des performances économiques qui sont équivalentes, voire meilleures en agriculture biologique, avec ou sans travail du sol. Donc au final, l'agriculture biologique peut présenter un certain nombre de bénéfices pour les agriculteurs en termes de revenus, mais également pour la société en général, si on s'intéresse à des performances globales, notamment liées à l'impact sur le changement climatique, par exemple. Donc voilà, pour résumer cette deuxième partie, les effets positifs de la bio sur la biodiversité se traduisent par des niveaux plus élevés de fonctionnement écologique pour les fonctions qu'on a étudiées dans la littérature. L'agriculture biologique dépend étroitement des services rendus par la biodiversité. On a parlé de pollinisation, de régulation naturelle ou d'activité biologique des sols. C'est probablement étendable à d'autres fonctions. Et ces services rendus par la biodiversité soutiennent directement la production agricole et les revenus des agriculteurs. Et plus globalement, l'agriculture biologique, via ses effets sur la biodiversité, produit différentes externalités positives pour la société en général et qui peuvent donc être intéressantes à promouvoir. J'ai 2 diapos pour conclure. En moyenne, l'état des connaissances à l'heure actuelle montre que l'agriculture et la biodiversité, l'agriculture biologique et la biodiversité se rendent des services mutuels. C'est la question du séminaire.
il y a un relatif consensus là-dessus. Par contre, si on reprend un peu les diapositives un peu introductives que j'ai faites, l'agriculture biologique, je le vois moi plutôt comme une bonne première étape vers l'agroécologie. Maintenant, il faut se questionner sur différentes choses. Il faut se questionner notamment sur les rapports qu'entretient la culture biologique avec d'autres formes de biodiversité. Là, on a parlé essentiellement abondance, diversité d'espèces et diversité fonctionnelle, en fait, ou fonctions rendues par la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est plein d'autres choses, c'est la diversité génétique, par exemple. Et quel rapport particulier l'agriculture biologique entretient avec ces formes de biodiversité, ça me semble être un peu un angle mort dans la littérature, en tout cas, je ne connais pas les papiers. Il y a aussi quelque chose à se questionner, c'est qu'au-delà des certifications, quel enseignement on tire en termes de pratique qui serait diffusable à d'autres systèmes pour sortir du clivage bio-non-bio. En fait, qu'est-ce que toutes ces études sur un système en particulier, qui est une déclinaison de l'agroécologie, nous enseignent, nous apprend pour la transition agroécologique, et finalement, comment aller plus loin. Parce que l'agriculture biologique, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la préservation de la biodiversité. On sait par ailleurs, je ne vais pas m'en sortir avec cette présentation, on sait par ailleurs qu'il y a plein d'autres leviers, à la fois à l'échelle locale et paysagère, qui permettent de favoriser la biodiversité, qui sont parfois beaucoup plus forts que les effets de l'agriculture biologique. On peut penser par exemple à la diminution de la perturbation à l'échelle locale, l'augmentation de la diversification végétale dans l'espace et dans le temps, diversifier la rotation, très concrètement, diminuer la taille des parcelles, ou aussi maintenir et rétablir des habitats semi-naturels comme des forêts ou des prairies permanentes, par exemple, qui sont des habitats clés pour la conservation de la biodiversité. Donc finalement, comment le bio intègre ces différents leviers? Est-ce qu'il faut aller vers un bio 2.0? C'est une question que je vous livre. Merci beaucoup pour votre attention. On a 10-15 minutes pour des questions. Alors, quand vous intervenez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire d'où vous parlez, de quelle organisation? Merci. Bonjour, Olivier pour Biocop de la chaire. Merci déjà pour cet exposé qui est très, très clair. Je me demandais, là, les références que vous citez ont des timings, on est entre 8 et 20 ans, parce que j'imagine que la littérature scientifique sur le sujet n'est pas suffisante. Quel est, selon vous, l'impact du dérèglement climatique et de l'accélération des choses sur cette étude, et notamment par rapport à la résistance potentielle des plantes? Et est-ce que vous savez s'il y a déjà des études qui sont en cours sur le sujet? Donc finalement, vous posez la question de l'interaction entre les effets de l'agriculture biologique et le dérèglement climatique sur la biodiversité, quoi, si je comprends bien. Ouais. Alors à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur le sujet. Il y a quelques études qui se sont plutôt intéressées à d'autres leviers, plutôt paysagers, c'est-à-dire comment maintenir des paysages plus diversifiés rentre en synergie avec les effets du changement climatique ou pas, quoi. Et ça, on a des éléments là-dessus. On sait que les effets du changement climatique sur la biodiversité sont moindres dans des paysages plus diversifiés, où on a maintenu tout un tas d'habitats semi-naturels. À ma connaissance, il n'y a pas d'effet sur l'interaction avec l'agriculture biologique. Mais c'est une question intéressante, notamment à des échelles spatiales un peu larges. On pourrait penser que maintenir une quantité d'agriculture biologique à l'échelle régionale, notamment, pourrait permettre de tamponner, vu les effets qu'on voit sur la biodiversité, en partie les effets du dérèglement climatique sur la biodiversité. Marc Greven de Bordeaux Sciences Agro. Vous avez dit qu'il y a moins de vers de terre, mais quand même, on utilise encore les vers de terre comme des indicateurs pour un sol bien sain. En plus, vous avez dit qu'il y a une augmentation de rendement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire... Alors, si on prend la question des vers de terre en agriculture biologique, je n'ai pas eu le temps de le présenter. L'exemple où je vous montrais un effet négatif de l'agriculture biologique sur les vers de terre, c'est dans le contexte de la viticulture, dans l'étude qu'on a menée. Si on compile la littérature sur l'effet de l'agriculture biologique sur les vers de terre, on a quand même en moyenne un effet positif. Je pense qu'il y a quelque chose comme 80% des études sur le sujet qui montrent un effet positif en abondance, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi un nombre de cas où on a des effets négatifs, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et que ça, c'est lié en fait à la perturbation du sol et à l'intensité de travail du sol, un peu indépendamment de la certification. Donc ça veut bien dire, en fait, c'est là le propos il est important, qu'au-delà de la certification, c'est bien les pratiques qui jouent. Et donc on peut être en agriculture biologique, impacter les vers de terre, et du coup ne pas recevoir quelque part les bénéfices que ces vers de terre apportent en termes de restitution des éléments, des nutriments pour les plantes, quoi, dans les sols. Et donc voilà, donc c'est bien un bon indicateur, c'est un bon bio-indicateur, mais on n'a pas toujours une relation positive. Il faut regarder les pratiques en fait, dans les systèmes en bio pour comprendre ce qui se passe, quoi. Victor Moreau, viticulteur à Saint-Émilion.
est-ce qu'il y a une relation entre biodiversité et quantité de biomasse, notamment végétale, produite dans un paysage? Et est-ce que le déclin de la biodiversité pourrait être lié à cette production de biomasse à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il y a des chiffres sur la production de biomasse comme ça? Alors, dans cette méta-analyse, alors c'est pas à l'échelle paysagère, c'est à l'échelle parcellaire. Là, j'ai fléché sur le rendement, mais il y a un effet, par exemple, des vers de terre quoi, sur la biomasse aérienne. Donc, on a bien un effet positif en fait, d'une activité biologique des sols, on pourrait dire, plus importante, sur la biomasse produite par unité de surface, donc dans les parcelles. Ta question, c'est des effets multitrophiques, en fait. C'est ces effets après sur la faune, par exemple, les oiseaux, les insectes, c'est ça en retour. Il y a quelques études, plutôt issues d'expérimentations en conditions très contrôlées. On fait varier l'activité biologique des sols ou la diversité des peuplements végétaux, et on regarde les effets comme ça, bottom-up sur les niveaux trophiques. Et ça, il y a des effets très forts, quoi, d'avoir une biomasse, une quantité de biomasse plus importante, surtout une diversité végétale plus importante dans les parcelles, sur les insectes et puis tout le long de la chaîne trophique. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui seraient empiriques dans des parcelles réelles, en conditions réelles de production, quoi. Mais il est fort à parier que cet effet existe, quoi. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la production de biomasse sur Terre depuis 30 ans? À l'échelle mondiale? Ouais. Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je me tourne vers mes collègues qui travaillent aux échelles globales. Thomas Nem, par exemple. Oui, alors on a plutôt une tendance à l'augmentation de la production de biomasse, mais quand on s'intéresse aux écosystèmes naturels, avec deux effets qui jouent mais en sens inverse. Depuis 30 ans, c'est quand même le changement climatique qui s'exerce, quoi. Et ce qu'on voit, c'est à la fois des effets négatifs du changement climatique sur la production de biomasse due au stress hydrique ou au stress thermique. Mais on a aussi un effet positif du changement climatique, alors un petit peu dû à l'effet fertilisant du CO2, parce que le CO2 atmosphérique il a un effet positif sur la photosynthèse, mais surtout des rallongements de végétation, des saisons qui commencent un peu plus tôt et qui finissent un peu plus tard. Donc on a ce qu'on appelle le greening à l'échelle mondiale. On voit les surfaces forestières qui sont un peu plus vertes quand on les observe par télédétection, parce que les arbres ont des feuilles plus tôt et les perdent plus tard. Donc il y a un petit effet positif sur la production de biomasse à l'échelle mondiale, mais c'est observé sur les écosystèmes naturels. Sur les écosystèmes cultivés, sur les parcelles agricoles, là, à ma connaissance, j'ai pas de données en tête et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des études qui ont permis de quantifier ça. Bonjour, Durand Guillaume, Bordeaux Sciences Agro, je suis ancien chercheur à BSA. J'avais une question, quelle est la place de l'animal dans ces systèmes de culture, justement? Est-ce qu'il y a un effet additif ou négatif ou neutre, peu importe? Est-ce qu'il y a un intérêt, en tout cas, à recoupler animal et végétal dans ces systèmes-là et pour... Sur la biodiversité en particulier? La biodiversité. Parce que services rendus ouais. qui sont amplifiés par l'abbé. Bah, ça, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais on sait bien que l'agriculture biologique dépend fortement de la fertilisation issue notamment des animaux. Donc il y a une dépendance de ce point de vue-là évidente. Après, sur les effets quelque part directs de la polyculture élevage sur la biodiversité, il y a quelques études qui ont montré que le fait qu'il y ait de la restitution de matière organique directement dans les parcelles, ça booste en partie à la fois l'activité biologique des sols et puis tout un tas d'organismes, de la faune du sol notamment. À ma connaissance, c'est surtout là-dessus qu'il y a des travaux. Après, il y aurait des questions intéressantes à poser à l'échelle des fermes ou des paysages, comment ça contribue notamment à l'entretien des paysages. À ma connaissance, mais peut-être je me trompe, il n'y a pas d'études dessus. Je sais qu'il y a des travaux qui ont regardé comment la spatialisation, la distribution spatiale de la bio, mais pas forcément directement liée à l'élevage ou pas, impacter les caractéristiques paysagères. Et il se trouve qu'en moyenne, les bios sont plutôt dans des paysages plus diversifiés, avec plutôt plus d'habitats semi-naturels, ce qui pourrait aussi expliquer des effets comme ça forts de la bio. Mais la place de l'animal là-dedans n'est pas explicitement représentée ou analysée. Mais c'est une très bonne question et je ne peux que penser qu'il y a un effet, mais je n'ai pas de référence sur le sujet à vous apporter. À la DRAF, deux questions. Quand vous parlez de biodiversité, est-ce que c'est dans les parcelles ou c'est autour des parcelles? Parce que c'est quand même pas les mêmes choses. Donc... c'est les deux. Oui. Parce que parfois, effectivement, on a des résultats beaucoup plus autour des parcelles que dedans. Et vous n'avez pas évoqué non plus l'importance des espèces invasives. Est-ce qu'il y a un lien entre le conventionnel et l'espèce invasive? Alors, pour votre première question, donc, dans mon exposé, c'est les deux.
Alors, en fonction des cas, il y a des fois des études qui s'intéressent aux effets sur les bordures de parcelles. En moyenne, c'est quand même souvent la biodiversité hébergée par les parcelles. Mais quand on travaille à l'échelle du paysage, on intègre la diversité finalement des habitats et des organismes dans ces différents écosystèmes. Et là encore, les effets ils sont quand même très largement positifs, que ce soit pour la biodiversité hébergée dans les parcelles que pour la biodiversité hébergée dans les habitats autour. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les espèces invasives. Alors, à ma connaissance, là encore, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'études sur la résistance, par exemple, des systèmes en bio par rapport à la question des espèces invasives en particulier. Ce qu'on sait bien, c'est qu'en moyenne, on augmente la diversité des ennemis naturels et les services de régulation des ravageurs plutôt endémiques. Donc on a plus d'espèces, elles sont plutôt plus actives, il y a un plus de taux de prédation. Donc on pourrait penser que si on a une espèce invasive qui rentre dans un système comme ça, la probabilité qu'il soit contrôlé, ou en tout cas qu'il soit prédaté, est plus importante. Mais par ailleurs, il n'y a pas, à ma connaissance, d'études très précises sur cette question-là. La particularité des espèces invasives, c'est quand même que souvent elles rentrent dans un système et quand elles se déploient, c'est que justement, il n'y a pas ou peu d'ennemis naturels directs dans ces systèmes-là. Et donc la question de la résistance est assez complexe, mais hyper pertinente. Bonjour, Naïs Cap de Pont-Avenir, Aquitaine, journal de la Chambre d'agriculture. Je voulais vous faire repréciser la différence entre zones diversifiées et zones agricoles. C'est-à-dire, est-ce que les parcelles conduites en bio sont plus performantes en zone diversifiée ou pas? Alors ça, c'est un vaste débat. Ouais, c'était peut-être pas très clair. Merci pour votre question. En fait, il y a deux éléments de réponse dans la littérature. Il y a un élément de réponse qui est théorique et il y a un élément de réponse qui est empirique basé sur de la donnée. L'élément de réponse théorique, il est le suivant. Il est que, en fait, les effets, a priori théoriquement, de l'agriculture biologique localement devraient être maximaux dans des niveaux intermédiaires de complexité du paysage. C'est-à-dire, quand on a suffisamment d'habitats semi-naturels pour héberger des organismes diversifiés dans le paysage et pour pouvoir faire que les effets locaux de l'agriculture biologique s'expriment. En revanche, si on est dans les deux situations extrêmes, c'est-à-dire des paysages très simplifiés, peu diversifiés, ou des paysages ultra diversifiés, les effets locaux de la bio sont censés être plus petits parce que dans un cas, on ne permet pas aux espèces d'être hébergées dans ces paysages-là. On n'a aucun habitat typiquement de zone refuge pour ces espèces. Donc on n'a que de l'agriculture et on a très peu d'espèces. Et donc faire de la bio ou pas de la bio dans un système comme ça, vous n'avez pas d'espèces, vous n'aurez aucune espèce qui va coloniser votre milieu et qui va pouvoir faire exprimer les effets de la bio. Et à l'inverse, dans des paysages très diversifiés, vous êtes déjà en fait quasiment saturé en biodiversité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'habitats diversifiés que finalement on a des effets de colonisation locaux, mais que vous fassiez de la bio ou pas, finalement la biodiversité elle est déjà maximale dans ces paysages. Donc ça c'est la réponse théorique, c'est ce que dit la théorie écologique sur cette question-là. Dans les données, c'est le petit graphique que j'ai essayé de vous présenter, là, que je peux vous remettre rapidement. Ça ne dit pas exactement ça, enfin ça dépend comment on le lit, quoi. C'est celui-là. Ça c'est les effets locaux de la bio sur la biodiversité en général. Les auteurs concluent à un effet positif et donc disent plutôt que dans des paysages extrêmement intensifs, on a des effets en moyenne, on a une taille d'effet qui est plus importante ici que là. Mais vous voyez que ça ne se joue à pas beaucoup quand même. Donc, que de l'agriculture. Aucun habitat semi-naturel, pas de prairies, pas de haies, pas de forêt, que de l'agriculture. Okay. C'est ça, pourcentage de terres arables dans le paysage, c'est ça que ça veut dire, dans un rayon de 1 km. Par ailleurs, ce que dit la théorie, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est plutôt ici qu'on aurait des effets maximaux, et moi j'arrive à lire ça un peu ici quand même. Donc c'est pour ça que peut-être la question elle n'est pas hyper claire dans la littérature. On a une interaction entre la diversité des paysages et les effets locaux de la bio. Après, ils sont très taxon dépendants, ils sont très zones pédoclimatiques dépendantes. Est-ce que je réponds à votre question ou je vois que ça ne vous satisfait pas totalement? En fait, je ne vous entends pas très bien. En fait. Il y a un écho, je ne sais pas des autres. Et excusez-moi, j'ai failli vous dire dans votre conférence, s'il vous plaît, articulez et ralentissez. Je ne sais pas si c'est le... Voilà, c'est vrai qu'on entend mal en fait. Okay. Personnellement, excusez-moi. Mais si vous pouviez... Oui, enfin, c'est clair et en même temps pas trop, parce qu'en fait, je n'entends pas tout. Ok, je peux essayer de parler plus fort ou plus doucement. Donc du coup, l'effet ici, il est relativement clair. Il montre qu'il y a une interaction entre la complexité des paysages, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des habitats semi-naturels dans le paysage, des haies, des prairies, des forêts, et les effets locaux de la bio. Et en moyenne, cette étude, elle montre que les effets locaux de la bio sur la biodiversité, ils sont plus importants dans des paysages
plutôt d'agriculture intensive, c'est-à-dire avec que de la culture et pas d'habitat semi-naturel, que dans des paysages où il y a des habitats semi-naturels, parce que les effets sont déjà finalement maximaux dans ces paysages-là sur la biodiversité. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Bravo Adrien, merci. Je pense qu'on peut t'applaudir.